Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance du 1er mai 2023. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais faire quelques remarques d'ouverture ce soir. En fait, j'ai trois sujets que j'aimerais aborder. Premièrement, vous avez remarqué que ce soir, on va souligner la Journée internationale contre l'homophobie puis la transphobie qui se tiendra le 17 mai prochain. C'est important pour nous, en fait, comme conseil, d'exprimer des valeurs d'inclusivité, de diversité puis d'égalité et surtout de rappeler l'importance du droit de la personne. Donc, pour nous, c'est une nécessité, en fait, de souligner cette journée-là pour rendre compte de la diversité sexuelle et de genre, puis encore aujourd'hui, de se porter à la défense de ces personnes-là qui subissent discrimination et préjugés. Donc, vous remarquerez que le 17 mai prochain, le drapeau arc-en-ciel sera donc hissé à l'Hôtel de Ville. Deuxièmement, en fait, on est comme élus, que ce soit moi comme maire ou mes collègues comme conseillères et conseillers, souvent sollicités pour participer à de nombreuses activités à la ville. Et en fait, c'est très important pour nous de participer aux activités que différentes associations ou autres mettent de l'avant. Ça nous permet de mieux comprendre la mission des organismes, les valeurs et les clientèles desservies. À cet égard-là, on est très, très heureux. C'est plus de 80 organisations comme ça qui nous sollicitent de diverses manières tout au long de l'année. Donc, ne pouvant participer à chacune de ces activités-là, on fait un effort pour bien répartir puis attribuer les mandats pour participer soit aux activités des organismes ou en fait de participer à certaines activités spéciales. Toutefois, on n'a pas la chance de participer à chacune de ces activités-là, donc on vous remercie d'entrée de jeu pour votre compréhension, puis on vous remercie surtout pour les nombreuses invitations que vous nous transmettez. La troisième nouvelle de ce soir, bien, c'est deux actions qui sont directement en lien avec nos valeurs environnementales. Donc, on est particulièrement fiers ce soir. Vous allez remarquer qu'on adopte une résolution pour, en fait, comme l'ont fait d'autres municipalités, pour reconnaître la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. C'est en fait le 45e anniversaire de notre région de la biosphère, ce qu'on appelait jadis la réserve de biosphère, qui a été reconnue par l'UNESCO. Pour nous, encore là, c'est très important de souligner ce 45e anniversaire, puisque ça met en évidence le travail, notamment de Connexion Nature, avec qui on collabore pour la protection de milieux naturels et la préservation de notre patrimoine naturel. Mais c'est aussi important de se rappeler, en fait, que la nature est au cœur de nos préoccupations. Puis, la nature à Mont-Saint-Hilaire, en fait, nous permet de créer des milieux de vie inspirants, viables et riches. Et c'est une préoccupation qu'on tente d'exprimer dans toutes les décisions qu'on prend au Conseil. Toutefois, et de plus, en fait, ce soir, on officialise deux ententes pour une éventuelle acquisition des boisés AF18 et AF19 dans le secteur du chemin urbain de la montagne. Donc, c'est quand même une belle pièce et au total, c'est 7 hectares qui seront protégés. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les zones AF18 et AF19, c'est le boisé Eau-Claire et c'est le boisé Nègre qui est tout près de l'école La Pommeraye. Donc, la famille Nègre détient ce terrain-là depuis un certain temps. Donc, c'est le fruit d'un travail de négociation et d'un travail d'expertise qui a été mené avec des évaluateurs agréés. Donc, on est très heureux ce soir d'adopter ces ententes de principe-là pour l'acquisition éventuelle de ces boisés-là. Et ça va nous permettre de franchir une nouvelle étape, en fait, parce que les ententes sont conditionnelles au financement offert dans le cadre du programme de trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, qui va nous permettre, en fait, d'aller chercher jusqu'à 66 % en fait, de la valeur de ces acquisitions-là en financement qui nous vient de la CMM et des paliers de gouvernement, du palier de gouvernement provincial. À ça aussi, ça nous permet en fait de rendre tangibles tous les efforts qui ont été faits dans le cadre de la campagne de sociofinancement et c'est grâce aux contributions en fait de généreux donateurs qu'on va également pouvoir procéder à cette acquisition-là. Il n'est jamais trop tard pour participer au sociofinancement, donc vous êtes encore invités à le faire. Et nous, de même, on n'a pas exclu, en fait, on est toujours aussi en négociation avec des bailleurs de fonds et des mécènes pour nous aider dans l'acquisition de ces terrains-là. Donc le plan concept
qu'on a proposé à la population pour la zone, le secteur urbain du chemin de la montagne tend à se matérialiser et on est très, très heureux de ces deux acquisitions-là qui vont nous permettre, en fait, à terme, de créer un parc linéaire dans le secteur urbain du chemin de la montagne. Alors, sans plus tarder, je demanderai à M. Morin, en fait, de nous aider à adopter l'ordre du jour du 1er mai 2023 de cette séance du Conseil. Oui, donc je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mai 2023 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par ce Conseil. Je seconde. Tous d'accord, membres du Conseil? Alors, passons maintenant à l'item 2, qui est la première période de questions, en vous rappelant, en fait, qu'il est important de vous nommer si vous avez des questions à l'égard de l'ordre du jour, puisque la première séance de questions porte sur les items qui sont spécifiquement identifiés à l'ordre du jour. Si vous avez des questions d'ordre général ou d'intérêt général, bien, on vous prie de patienter jusqu'à la deuxième séance de questions qui est offerte à la toute fin de la séance du Conseil. Est-ce que des membres de l'assistance ont des questions à l'égard de l'ordre du jour? Monsieur Pierre Bergeron. Monsieur Dominique Bélanger. Merci. Monsieur Bergeron. Bonsoir, Monsieur Bergeron. Bon, je vais essayer avec ça. Ma question porte sur l'item 25, l'article 25. Oui. Sur la propriété qui va être construite sur la 871 rue des Bernaches. J'aimerais que vous m'expliquiez je sais que la recommandation est de le refuser, là, mais dans le libellé, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vais vous le lire. Attendu que le coefficient d'emprise au sol du bâtiment est évalué à 29 %, incluant les superficies des patios sauf celle de la piscine, et qu'il excède le coefficient maximal de 17 % à favoriser. C'est quoi ces pourcentages-là? 17 % de quoi, puis 29 % de quoi? En fait, de la superficie complète du terrain. Donc, on veut avoir une emprise au sol qui est plus faible dans ces secteurs-là, notamment qui sont plus boisés. 17 % c'est ce qu'on vise dans les secteurs boisés, oui. Je pense que c'est une erreur, je dis ça se peut quasiment pas. On voit des bâtisses qui accaparent 90 % du terrain dans le village de la Gare, puis là, c'est 17 %. C'est pas le même coin, là, mais... Exactement. C'est pas la même topographie, donc, c'est pas les mêmes caractéristiques biophysiques. À quel endroit qu'on peut voir ça par zone? C'est quoi les pourcentages d'emprise au sol? C'est-tu caché à quelque part ou c'est visible pour tout le monde? Non. Alors, si vous consultez les critères, en fait, des PIA, les PIA sont spécifiques souvent à des zones parce qu'il y a des caractéristiques qu'on veut mettre en évidence dans certaines zones. Et le règlement PIA, en passant, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les plans d'intégration et d'implantation. Mais c'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit ça dans les commentaires pour les différents projets de construction. Habituellement, on le voit en piémont, oui. Oui? Oui. Deuxième question. Ça concerne l'article 34 et 35. Ce que j'en comprends, c'est qu'avant, ce terrain-là était zoné agricole. Le zonage a été modifié. Dans ce coin-là, il y avait la zone C10 qui avait, dans son zonage, une description de ce qu'on pouvait faire là. Mais en faisant le C10-1, ce qu'on veut, on l'inclut dans la zone C10-1, mais vu que ce qu'il veut faire sur le terrain ou ce qu'on veut faire sur le terrain, ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans C10, bien, on dit qu'on va faire un C10-1 pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Je comprends-tu bien? Non. Expliquez-moi d'abord. Oui, alors je vais me permettre de rectifier un peu le tir. Donc, en fait, le C10-1, c'est un lot qui est en zone agricole. Historiquement, c'est ce qu'on connaît comme l'ancien hors-station, pour se le représenter. Oui. C'est ça. Donc, dans notre schéma d'aménagement, OK, il y a des dispositions qui prévoient les usages qui sont possibles dans la zone C10. Maintenant, dans notre plan d'urbanisme et dans le schéma d'aménagement, on a entrepris une démarche, parce que le schéma d'aménagement a été modifié, on a entrepris une démarche pour revoir les usages qui sont faits dans différents secteurs de la ville où, lors de l'adoption de la loi
sur la protection du territoire agricole. Disons qu'il y a eu des traits qui ont été donnés très grossièrement. Dans ce cas-ci, cet usage historique là, de station d'essence qui est devenu un centre d'art ou autre a été comme mis dans la zone agricole et non dans la zone commerciale. Alors nous, tout ce qu'on a, en fait, ce qui a été entrepris depuis l'adoption du dernier plan d'urbanisme, ça a été de faire valoir l'incohérence de la délimitation de la zone agricole auprès de la CPTAQ. La CPTAQ nous a donné un jugement favorable à cette demande-là. Les terrains restent en zone agricole, mais permettent certains usages, et la CPTAQ a donné un certain nombre de conditions. La MRC a donc modifié son schéma d'aménagement en conséquence. Et là, nous, on est dans un exercice de concordance où tout le monde s'entend. La CPTAQ, le schéma d'aménagement et la MRC, c'est pas faire n'importe quoi, c'est faire ce qui est inscrit spécifiquement dans la zone contiguë à côté, ce qui était déjà permis au schéma d'aménagement, ce qui était déjà permis dans notre règlement de zonage. On a juste étiré pour inclure la zone C10-1 pour être cohérent avec les usages commerciaux qui sont suggérés dans notre schéma d'aménagement au niveau par la MRC et dans notre plan d'urbanisme. Si en C10-1, ça aurait dû être C10, parce que dans C10, c'était ce qui prévalait là. Si on fait une différence, c'est parce qu'on veut faire des choses qui n'étaient pas faites dans C10 en mettant ça en C10. Alors, il faut faire un traitement particulier de cette zone-là, tout simplement parce qu'elle est encore dans la zone agricole et il fallait en rendre compte pour garder un peu l'historique de toute la démarche, OK, et de toutes les prescriptions qui nous ont été faites par la Commission de protection du territoire agricole. Alors là, on est un peu dans des dédales administratifs, mais pour nous, du fait que ce n'est pas à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, mais juste à côté, puis pour être cohérent avec ce que la Commission avait suggéré, avec ce que notre schéma d'aménagement suggère maintenant qu'il y a eu la révision, ça nous semblait tout à fait judicieux d'avoir le C10-1 pour rendre compte du caractère un peu particulier, mais ce sont des usages qui sont cohérents à ce qui était prescrit dans C10. On comprend que c'est différent de C10. Ce sont sensiblement les mêmes usages, c'est juste qu'on fait le C10-1 pour rappeler que c'est dans zone agricole. Merci beaucoup. Monsieur Gartin. Oui. Si vous me permettez, juste préciser à M. Rogeron, il y aura aussi une consultation publique sur la modification de règlement où il pourra assister lorsqu'elle sera publicisée. Et vous pourra donc avoir les explications légales et probablement plus précises de nos urbanistes. Prochaine question. M. Bélanger. Bonsoir, M. Bélanger. Bien, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ben oui. M. Bergeron, vous avez comme un peu volé mon punch d'entrée, là, parce que c'est mon projet à moi, le projet qui va être demandé au numéro 25. C'est ma maison à moi. Alors, je construis une bigénération. J'ai écrit à la mairie, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le courriel que j'ai écrit là, pour expliquer un peu la situation qui est présente. Depuis le mois de décembre, j'essaie d'avoir un permis de construction. Je ne partirai pas sur tout le débat, mais ça a été assez fastidieux. Juste vous expliquer que c'est ça que je fais, moi, dans la vie. Dans le fond, je développe des projets dans plusieurs villes, plusieurs municipalités. C'est ma job, là. Puis, j'ai essayé d'avoir accès à l'information que je n'ai pas réussi à avoir. C'est une bigénération qu'on construit. On est 5, ma mère, ma femme, que ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Je sais que c'est plutôt rare, là, mais ça fait 22 ans qu'on est encore ensemble. Ça va très bien. Mes 2 enfants, on a 5 véhicules. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais pouvoir discuter puis regarder, mais je n'ai pas le droit de parole. Je ne suis pas impliqué dans le processus, puis je serais la meilleure personne, je crois, pour pouvoir expliquer mon point, puis tout en restant poli et jovial. On peut s'exprimer des mots, je pense encore aujourd'hui, là. Donc, ce que je vous demanderais, okay, c'est juste d'avoir un peu d'accompagnement, du support des élus, afin que je puisse interagir avec... J'ai fait une demande pour assister au CCU qui a été refusée. J'ai envoyé des courriels qui me disaient que je ne pouvais pas avoir de réponse avant aujourd'hui, la date où c'est entériné. Puis je ne m'oppose pas au refus. Là. Je vais accepter le refus, mais je ne peux pas encore perdre un autre mois. Ça fait déjà 4 mois que j'ai vendu ma maison. Je vais louer une maison à Belleuil pour me le jouer. Je veux dire, je veux juste faire avancer le dossier. Fait que je vous demanderais juste si je peux avoir un certain appui pour pouvoir faire avancer mon projet puis pas retarder le processus encore là, des mois puis des mois là, en toute franchise. Oui, bien, M. Bélanger, premièrement, merci de vous
exprimé devant nous de manière posée. Merci aussi pour votre correspondance. Je vais me pencher sur, non pas votre demande spécifiquement, parce que aucun membre du Conseil veut faire ce genre d'ingérence politique-là dans le processus. Ouais. Mais je veux bien m'assurer que vous avez un traitement qui est diligent puis adéquat. Puis je comprends que quand on a essuyé quelques refus puis que les délais courent, que ce n'est pas agréable pour personne. Donc, oui, je peux m'engager que vous allez avoir un traitement diligent pour votre demande. Ouais. Puis, vous avez soulevé un certain nombre de points, puis on va s'assurer que vous obteniez des réponses satisfaisantes. Ça, c'est le genre d'engagement ou dans une logique d'amélioration, non pas juste de votre dossier, parce que... C'est pour l'ensemble des citoyens. Tu sais, tout le monde veut faire tout le monde prône les bigénérations, tout le monde est pour la vertu, mais quand on fait une bigénération, ça implique que des fois, c'est plus gros, puis les usages sont différents. Je ne veux pas faire de quoi pas beau, puis de quoi qui dénature aussi le quartier. Je veux faire de quoi qui s'agence, mais il faut comprendre aussi que ça peut amener aussi pas des amendements, mais des différences, puis ça s'explique. Tout s'explique quand on peut se parler, mais là, je n'arrive pas à parler à personne. C'est ça mon point étant. Je vais, comme vous l'avez formulé de façon intéressante, je vais m'assurer que vous ayez l'accompagnement nécessaire. Mais je réitère le fait que c'est important pour nous, comme élus, de veiller à ce que le processus soit rigoureux, diligent et impartial, mais pas de s'insérer. Je n'en demande pas mieux. Je ne demande pas un passe-droit où je veux juste avoir le droit de m'exprimer. Je veux dire, je ne conçois pas qu'on est en 2023 puis qu'on ne réussisse pas à parler à des gens qui sont sur un comité. Puis, je suis citoyen de Mont-Saint-Hilaire, moi, depuis 44 ans, comme je vous disais. Je veux dire, à un moment donné, je veux juste parler. Je sais m'exprimer avec des mots. Je ne suis après pas. Je veux dire, mais en fait, je vais m'assurer que vous ayez un accompagnement. Je vais juste reprendre chacun des points. Je veux juste... Oui, je vais m'en tenir à ça. Là. Je ne dis pas que... Parfait, c'est bon. Je pense que M. Rainville qui voulait... si je peux me permettre, je siège sur le CCU. Oui, je suis au courant, oui. Ma collègue, c'est au courant. Je veux juste vous rassurer au fait que le traitement de votre dossier est fait avec rigueur. Alors, vous savez, si vous êtes dans le métier qu'au CCU, on ne se prononce pas en fonction de notre humeur du jour, puis si on aime ça ou si on n'aime pas ça. C'est un exercice de concordance qui est pris très au sérieux. Vous avez raison, votre dossier est passé au CCU 2 fois, si je ne me trompe pas. Vous avez une fois? Non, c'est la première fois qu'il est déposé. Une fois. C'est ça, oui. Alors, tu sais, évidemment... C'est justement, c'est que j'ai attendu, j'ai fait les plans, j'ai 8 versions de plans là, avant de déposer pour ne pas faire le temps aux gens. Ouais. Vous comprenez? Mais non, mais je veux juste vous rassurer, comme je vous dis, je ne reprendrai pas les éléments de votre dossier ici. Là, je pense qu'on vous entend, mais soyez rassurés de notre côté que le CCU traite ce dossier-là avec rigueur, comme tous les autres dossiers. Puis nous non plus, on n'aime pas ça de laisser traîner des projets, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu de concordance à faire avec les professionnels là-dessus, là, pour votre projet. Mais je suis toujours ouvert aux discussions, moi. Vous m'appelez. Soyez assurés que votre dossier n'est pas en dessous de la pile volontairement. On les traite comme tous les autres. Merci beaucoup, M. Bélanger, pour votre intervention. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à l'item 3 de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Georget. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Passons donc à l'item 4, dépôt du rapport financier consolidé de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2022 et du rapport de l'auditeur indépendant. Monsieur Meyer. Petit problème de... Je propose que, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, dépôt est fait par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière du rapport financier 2022 consolidé, comprenant le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Le Conseil prend acte. Merci bien. Alors, on serait donc rendu au rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Vous m'excuserez, c'est très comptable, donc je vais me permettre de lire l'information pour être le plus factuel possible. Donc, chères concitoyennes et chers concitoyens, conformément à la loi sur les cités et villes, nous déposons aujourd'hui le rapport sur la situation financière 2022 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
les états financiers 2022 au 31 décembre 2022, les activités financières se sont soldées avec un excédent de fonctionnement de l'administration locale de 1 955 084 $, un déficit des organismes contrôlés, nos régies, de 108 159 $ pour un excédent consolidé de 1 846 900 $. Trois éléments importants ont permis à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de réaliser des revenus supérieurs aux projections 2022, soit 2,2 millions engendrés par le contexte de la surenchère dans le marché immobilier, 750 000 dus à la hausse des taux d'intérêt et 453 000 provenant de la vente de l'immeuble situé au 108 rue Provencher. Pour ceux qui vivent à Mont-Saint-Hilaire depuis un certain temps, l'ancien poste de police. Donc, au chapitre des dépenses, les revenus supplémentaires de droits de mutation ont permis d'effectuer un remboursement anticipé de la dette à l'ensemble, dont le refinancement était à son dernier terme de 5 ans pour 2,1 millions. Par ailleurs, les coûts réels pour 2022 concernant les dépenses de fonctionnement du manoir Rouville-Campbell représentent une somme de 303 200 $ et des honoraires professionnels non récurrents pour 64 200 $. Finalement, la réduction de dépenses ou le report de certaines d'entre elles ont permis de dégager près de 1 million de dollars. Alors, comment on utilise les surplus? Les surplus sont répartis en fonction de la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés ou excédents accumulés, adoptés ou plutôt révisés en mai 2022 et concernent uniquement les surplus de l'administration municipale de 1 955 084 $. Une somme de 455 341 $ demeure dans le surplus non affecté afin que les surplus libres, afin que ce dernier soit de 2 % du budget 2023, tel que la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés le prévoit. C'est donc 1 499 743 $ du surplus annuel qui est redistribué, soit pour augmenter les surplus affectés, soit pour augmenter le fonds de roulement, soit pour injecter dans les réserves financières. Les principaux éléments sont 452 600 $ produits de la vente du 108 rue Provencher, attribués dans un surplus affecté en vue de futurs investissements pour l'ancienne école Sacré-Cœur, 369 330 $ pour augmenter en part égale le surplus affecté pour le remboursement anticipé de la dette et le surplus affecté à de futurs projets d'investissement structurants, 97 755 $ pour augmenter le surplus affecté dédié à la protection et à la mise en valeur du patrimoine immobilier et 293 265 $ pour injecter des sommes additionnelles dans la réserve financière dédiée à la protection des milieux naturels. Enfin, 195 500 $ pour augmenter par règlement le capital autorisé du fonds de roulement. Alors, en matière d'investissement, qu'est-ce qui s'est produit en 2022? Alors, au total, c'est 54,2 millions qui a été investi dans les immobilisations, dont 31,1 millions de $ associés aux dons du manoir Rouville-Campbell, bâtiments et terrains et ameublements. De plus, 8,5 millions ont été consacrés à l'expropriation des lots pour les nouveaux sites de neige usés, l'acquisition de lots dans la zone H111 et H114-2 et dans les rues et la propriété qui est à l'extrémité de la rue des Peupliers, également pour des fins de conservation, ainsi que le remembrement de divers lots pour la protection des milieux naturels. Ce sont également 8,3 millions qui ont été attribués pour les travaux de resurfaçage, la réfection des rues Saint-Jacques, Saint-Louis, Maricourt et Malo, et le remplacement de l'aqueduc de la partie est de la route 116 et du chemin Benoît, l'aménagement du site de neige usée et la restauration du muret de la rue Saint-Charles. Aussi, 5,3 millions ont été alloués à la réfection du centre aquatique. Pour compléter, 149 900 $ consacrés à l'aménagement de parcs et 395 500 $ à l'acquisition de matériel et d'équipements. Alors, qu'est-ce qu'il en est du contrôle de notre dette, considérant ces investissements qui sont quand même assez importants? Alors, au 31 décembre 2022, la dette à l'ensemble se situe à 40,8 millions de $, soit une augmentation de 4 millions par rapport à 2021. Alors, la dette à l'ensemble en millions de dollars est donc passée en 2018 de 42 millions, en 2019 à 39,4 millions,
en 2020 à 31,9 millions, en 2021 à 36,7 millions et est remontée donc de 4 millions en 2022 à 40,8 millions de dollars. La stratégie financière implantée par le conseil municipal permet de contrôler la dette. Les années 2019 et 2020 ont été consacrées à la planification de projets et 2021 et 2022 à leur réalisation. À titre d'exemple, les acquisitions de l'eau, la construction du nouveau site de dépôt de neige, la rénovation du centre aquatique, la réfection d'infrastructures sur plusieurs rues, comme planifié dans les différents programmes triennaux d'immobilisation qui ont été présentés, explique en quelque sorte l'évolution de notre dette. Ce qui est à considérer en 2023 maintenant, c'est que même si le rapport sur la situation financière de la Ville fait état d'un surplus en 2022, nous nous devons de demeurer prudents. En fait, depuis le début de l'année, nous constatons un ralentissement notable dans le secteur immobilier et des impacts plus importants que budgétisés dans le coût de certains contrats courants dus à l'inflation et aux différents enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on demeure vigilant pour s'assurer que nos finances soient suivies rigoureusement. Donc, on y va d'une certaine manière à pédale douce en demeurant vigilant. Maintenant, quelques mots par rapport au rapport des vérificateurs externes pour les états financiers 2022, en vous rappelant que le service des finances fait un contrôle sur chacune des dépenses et les budgets, mais tout ça est revu par une firme externe. Cette année, cette firme, c'était la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui est une société, en fait un SENCRL, l'acronyme, qui a procédé à l'audit des états financiers consolidés comprenant l'état de la situation financière, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets, si vous voulez, la dette nette, et l'état des flux de trésorerie au 31 décembre 2022. Elle confirme que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers et la présentation peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville. On espère que vous le ferez et en fait, vous pourrez nous revenir au prochain conseil municipal si vous avez des questions de précision que vous aimeriez qu'on apporte. Alors, je crois que je vous retends le micro. Monsieur Morin, pour la suite des choses. Oui, donc je propose que le texte du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit publié dans le journal L'Œil régional ainsi que sur le site Internet de la Ville. Je seconde. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui. Merci bien. Alors, on serait donc rendu à l'item 6, affectation de sommes de surplus non affectés de 2022 à des surplus déjà créés. Monsieur Meilleur. Oui, donc, vous avez déjà scoopé une partie des montants. Donc, que ce conseil affecte du surplus non affecté, les sommes mentionnées ci-dessous au surplus affecté suivant, et ce, conformément à la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés. Je ne nommerai pas les postes budgétaires, mais surplus affecté pour les opérations de déneigement, 21 300 $. Surplus affecté de prévoyance, 53 502 $. Surplus affecté aux engagements éventuels, 6 508 $. Surplus affecté à l'équipement de mobilité réduite, 10 000 $. Surplus affecté au patrimoine immobilier, 97 755 $, ce qui est environ 5 % du surplus. Surplus affecté à l'ancienne école Sacré-Cœur, 452 600 $. Surplus affecté au remboursement anticipé de la dette, 184 665 $. Et surplus affecté au projet d'investissement, un montant équivalent, 184 665 $. J'appuie. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membres du conseil? Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 7, affectation du surplus non affecté à la réserve financière pour l'acquisition de l'eau aux fins de conservation et de réserve foncière pour la réalisation de travaux de mise en valeur environnementale. Monsieur Meilleur, une fois de plus. Oui, donc je propose que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme additionnelle de 293 265 dans la réserve foncière pour l'acquisition de l'eau aux fins de conservation et de réserve foncière et pour la réalisation de travaux de mise en valeur environnementale, soit 15 % de l'excédent de fonctionnement annuel. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Je vous remercie. Alors, Monsieur Meilleur, une fois de plus, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 et bordereau des comptes à payer. Je vous laisserai le soin de les nommer.
Comme à tous les mois, c'est les dépenses normales et usuelles du mois. Donc, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 1311 et des bordereaux de compte à payer 2305-A à -D. Ah, ce mois-ci, c'est Mme Bousquet. Que les rapports de dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 29 mars au 26 avril 2023, signé en date du 26 avril par Mme Suzanne Bousquet, assistante trésorière, et les bordereaux de compte à payer numéro 2023-05-A au montant de 2 044 878,57, -B au montant de 3 346,22, -C au montant de 404 978,61 et -D au montant de 1 220 390,24, soit et sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2305, signé par Mme Lapalme, directrice du service des finances et trésorière en date du 27 avril 2023. Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci. Alors, allons-y, cette fois-ci, d'un rapport des ressources humaines 2023-5. Madame Georget. Je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2023-05, préparé par Annie Dionne, directrice des services des ressources humaines, en date du 27 avril, pour la période du 29 mars au 25 avril 2023, soit et est approuvé par ce Conseil. J'approuve, j'appuie, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Alors, allons-y pour l'item 11, nomination au poste de chef de service aux citoyens et communication. Monsieur Leboeuf. Alors, je propose que ce conseil embauche Mme Pascale Guilbeault au poste de chef de service au service aux citoyens et communication, suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, entre parenthèses classe 5, échelon 7, et ce, le ou vers le 7 mai 2023. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 27 avril 2023. Qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat de la trésorière, en date du 28 avril 2023. J'appuie. Merci. Bienvenue à Mme Guilbeault. Oui, bienvenue. Alors, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, 11, modification de l'organigramme du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur Rainville. Alors oui, essentiellement, considérant le nombre de dossiers traités au SAT qui augmente sans cesse, il est proposé de créer un poste de chargé de projet au service de l'urbanisme et donc de remanier l'organigramme en conséquence. Je propose donc que ce Conseil approuve le nouvel organigramme du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel organigramme est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Allons-y donc de l'item 12, nomination d'un membre au sein du Conseil local du patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Meilleur. Oui, le mois passé, on avait nommé M. Roy au Conseil du patrimoine. Ce mois-ci, on le met au Comité de patrimoine et toponymie. Donc, je propose que ce Conseil nomme M. André Roy à titre de membre citoyen au sein du Conseil local de patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, rétroactivement pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Parfait. Alors, l'item 13, une entente à intervenir entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, M. André Michel, la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la mise en valeur d'une œuvre d'art et du projet Animalis Encantus. Madame Thibault. Oui, alors vous vous êtes promené le long du Richelieu. Vous avez sûrement vu les œuvres d'art qui font partie du bestiaire. Il y en a 13. Il y en a une sur le quai à Mont-Saint-Hilaire, près du quai, donc, et c'est une entente, justement, avec une initiative de la MRC pour valoriser ces œuvres d'art-là et créer toute une légende autour de ces œuvres d'art. Donc, je vais passer les considérants. Je lis la proposition. Donc, je propose que ce Conseil approuve l'entente proposée par la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, intitulée « Entente de mise en valeur d'une œuvre d'art, projet Animalis Encantus », à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, M. André Michel et la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général soient et sont autorisés à signer la dite entente.
J'appuie. Merci, M. Meilleur. Êtes-vous tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons à l'item 14, adoption du plan d'action 2023-2026 de la politique sur le patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Meilleur. Oui, bien, on se souviendra qu'à peu près à cette époque-ci, l'année passée, on avait adopté la politique du patrimoine et le comité n'a pas chômé depuis ce temps-là. Ce soir, on va adopter le plan d'action. Un plan d'action qui a 4 volets, donc le volet municipal et les actions transversales, un peu comment le comité va gérer, comment le conseil va gérer et l'administration. Le volet B qui est le patrimoine bâti, le volet C qui est le patrimoine mobilier et immatériel et le volet D qui va être les patrimoines naturels et paysagers. Donc, je suis très fier du travail qui a été accompli. Puis, je suis très fier aussi des gens qui ont travaillé sur le conseil, sur le comité, soit les gens du SAT, puis les membres bénévoles, citoyens, passés et ceux présents. Donc, je propose que ce conseil adopte le plan d'action 2023-2026 de la politique sur le patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, intitulé « Un patrimoine pour demain », lequel plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Alors, M. Leboeuf, merci. M. Rainville aussi. Donc, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Je me permets également de joindre ma voix à la vôtre, M. Meilleur, pour les félicitations pour ce plan d'action-là qui est, ma foi, très inspirant. 15. Autorisation de signature pour le remplacement d'un véhicule à l'entente de service avec le Centre de gestion de l'équipement roulant CEGER. Madame Georget. Oui, donc il s'agit d'obtenir un deuxième véhicule en location, un véhicule électrique pour le département d'ingénierie, mais qui serait partagé aussi avec les autres équipes. Donc, considérant l'entente de service relative à la fourniture de services de gestion des parcs d'équipements roulants, intervenue en 2015 entre le CEGER et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, renouvelée et signée le 18 mars 2021, considérant qu'il y a eu de modifier la location prévue d'un véhicule utilitaire à la dite entente pour les techniciens du service de l'ingénierie par un véhicule électrique. Je propose que M. Jean-Sébastien Bouvier, le directeur du service d'ingénierie, soit autorisé à signer le bon de commande de CEGER relatif à la location d'un véhicule pour le service de l'ingénierie en remplacement du véhicule utilitaire précédent, conformément à l'entente de service relative à la fourniture des services de gestion des parcs d'équipements roulants 2015-03, intervenu entre le CEGER et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, renouvelé le 18 mars 2021. J'appuie. Merci, M. Morin. On sent votre enthousiasme. Donc, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons maintenant à l'item 16, fourniture et livraison de sels de déglaçage des chaussées, mandat offert à l'Union des municipalités du Québec. M. Morin. Oui, donc c'est pour le contrat pour le sel de déglaçage des chaussées. Donc, la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec pour préparer en son nom et au nom de plusieurs municipalités, donc un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées. Donc, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi sur les cités et villes, là, de faire un appel d'offres groupé avec l'UMQ. Puis, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire effectivement participer à cet achat groupé pour se procurer ce sel-là, donc je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'Union des municipalités du Québec pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2026-2027, que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Mont-Saint-Hilaire devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium, donc le sel de déglaçage, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mont-Saint-Hilaire donc s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé.
que pour permettre à l'Union des municipalités du Québec de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît que l'Union des municipalités du Québec recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Donc, pour l'appel d'offres 2023-2024, ce montant de frais de gestion est fixé à 1 % pour les organisations municipales qui sont membres de l'Union des municipalités, puis à 2 % pour les non-membres. Donc, nous, on est membres de l'UMQ à Mont-Saint-Hilaire. Donc, pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. J'appuie. Merci. D'accord, membre du Conseil? Oui. Alors, cette fois-ci, allons-y de l'adhésion de la Ville au regroupement d'achats mis en place par le Centre d'acquisition gouvernementale pour la gestion contractuelle de biens et services de mobilité cellulaire. Monsieur Rainville. Oui, alors je propose que ce Conseil confie au Centre d'acquisition gouvernementale le mandat de préparer au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et celui des autres organisations publiques intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat pour l'acquisition de biens et services de mobilité cellulaire pour la période du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2028, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre une estimation de ses besoins, que dans l'éventualité où le CAG adjugerait un contrat, la Ville s'engagerait à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé, que les crédits sont disponibles au Fonds d'administration générale dans les divers postes budgétaires prévus à cet effet et que le chef de division approvisionnement et le gestionnaire de projet ressources humaines et technologies de l'information soient autorisés à signer tout document utile ou nécessaire donnant effet à la présente. J'appuie. Merci. Alors, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui, je pense qu'on aimerait tous avoir des forfaits cellulaires qui sont aussi économiques que ceux que le gouvernement ou que le Centre d'acquisition gouvernementale arrive à négocier. Maintenant, passons à l'item 18, participation d'élus à une activité au profit de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Vallée du Richelieu. Monsieur Leboeuf. Alors, je propose que ce Conseil entérine la participation de messieurs Gaston Meilleur et Claude Rainville, conseillers municipaux, à l'événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu qui s'est tenu le 28 mars 2023 au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et autorise le remboursement de la dépense au montant de 64,39 $ par participant. Que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat numéro 2023-08 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en date du 6 avril 2023. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, M. Morin. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci. Passons à l'item 19, participation d'élus à une activité au profit de la maison Victor-Gadebois. Cette fois-ci, c'est Mme Thibault. Oui, alors la maison Victor-Gadebois tient son omnium de golf annuel et puis 2 personnes vont y participer. L'événement aura lieu au parcours du Cerf à Longueuil. Donc, je propose que ce Conseil autorise la participation de messieurs Marc-André Gartin, maire, et Gaston Meilleur, conseiller municipal, au souper de la 31e édition de l'Omnium de golf de la maison Victor-Gadebois, qui se tiendra le 26 mai 2023, et autorise le remboursement de la dépense au montant de 221,08 $, que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat numéro 2023-09 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en date du 25 avril 2023. Je seconde. Merci beaucoup. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci. Allons-y alors de la participation d'une élue à une activité au profit des Amis de la Vallée du Richelieu. Monsieur Morin. Oui, donc je propose que ce Conseil autorise la participation de Mme Isabelle Thibault, conseillère municipale, au souper dans le cadre du 32e anniversaire des Amis de la Vallée du Richelieu qui se tiendra le 20 mai 2023 et autorise le remboursement de la dépense au montant de 30 $,
que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat numéro 2023-10 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière en date du 27 avril 2023. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci. Alors, allons-y de l'item 21, appui à la Ville de Saint-Basile-le-Grand relative à sa demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec concernant la mobilité active de la route 223. Oui, donc la Ville de Saint-Basile-le-Grand veut arranger la route 233, qui est celle qui longe le Richelieu de l'autre côté de la rivière. Donc, et demander au MTQ d'avoir un investissement au niveau de la mobilité active. Donc, évidemment, on propose de donner notre appui à la Ville de Saint-Basile-le-Grand dans sa demande au MTQ d'intégrer la mobilité active en intégrant des mesures pour les différents usagers tels que les cyclistes lors de la réfection de la route 223 et qu'il en assume les coûts. De sensibiliser la ministre responsable des Transports et de la Mobilité durable du Québec ainsi que la ministre de la Montérégie sur l'importance de planifier sur le réseau supérieur la mobilité active afin de sécuriser les utilisateurs du transport actif, de demander l'appui de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités afin que le gouvernement assume la responsabilité de la sécurité des utilisateurs sur le réseau supérieur, que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable du Transport et de la Mobilité durable du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au député de la circonscription de Chambly, le ministre Jean-François Roberge, au député de la circonscription de Bordua, M. Simon-Jolin Barrette, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et évidemment à la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Merci. J'appuie. Vous appuyez. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. En vous rappelant que ce tronçon-là est important puisqu'il permettrait de compléter notamment le circuit Mont-Saint-Hilaire au cas pour lequel il y a eu des investissements faits, c'est ça, dans toutes les municipalités entre Mont-Saint-Hilaire et Oka, excepté le tronçon qui est à Saint-Basile-le-Grand. Item 22, appui à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil relativement à l'implantation d'une école primaire sur son territoire. Monsieur Rainville. Oui, en fait, essentiellement, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil est la seule municipalité du territoire de la MRC à ne pas avoir d'école primaire sur son territoire, alors qu'elle compte 200 élèves qui habitent dans ce territoire-là. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil dans sa demande pour l'implantation d'une école primaire sur son territoire, en considérant que cette école devrait être située au cœur d'un milieu de vie de la municipalité. Que copie de la présente résolution soit transmise au Centre de services scolaires des Patriotes, au ministère de l'Éducation, au ministre de l'Éducation plutôt, M. Bernard Drainville, au premier ministre du Québec, M. François Legault, au député de la circonscription de Bordula, M. Simon-Jolin Barrette, ainsi qu'à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y maintenant de l'item 23, procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 avril 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault. Oui, alors je propose que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 avril 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, Mme Georgette. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y de l'item 24 pour l'adoption des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Rainville, je vous laisse le soin de les nommer les numéros de dossier. Oui, alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 18 avril 2023 du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets CCU-2304-1804 à CCU, il ne faut pas que je me trompe, CCU-2304-1814 et CCU 2304-1816 à CCU 2304-1819. Je propose que ces projets sont conformes aux critères et règlements numéro 1239 concernant les PIA. Je propose que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations numérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'information exigés aux dites recommandations. J'appuie. Merci. D'accord, membre du Conseil? Oui.
Alors, passons à l'item 25, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le CCU 2304-18-15. Monsieur Rainville. Alors, considérant la recommandation du procès-verbal du 18 avril 2023 du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet CCU-2304-18-15, c'est le projet sur la rue des Bernages dont on a discuté tantôt, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce Conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à la dite recommandation. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci de la demande de dérogation mineure relative au 676 chemin Pion. Je tiens juste à souligner pour le bénéfice des personnes qui sont ici présentes que, en vertu du règlement sur les dérogations mineures, puis conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsqu'on adopte en fait ce règlement, une demande de dérogation mineure, en fait, on peut avoir des questions de l'auditoire spécifiquement à cette demande de dérogation mineure, et plus particulièrement si vous êtes personnellement impacté par cette modification-là. Donc, je vais vous demander, Mme Thibault, de nous informer Oui. en fait de la nature de la dérogation. Oui, la nature de la dérogation. Donc, c'est deux éléments qui dérogent à la réglementation. D'abord, la demande vise la dérogation mineure pour l'implantation d'un garage détaché au 676 chemin Pion qui se trouve en zone agricole. Donc, l'implantation du garage se ferait majoritairement en cour avant, alors que le règlement de zonage ne permet pas, pour un usage de type habitation, l'implantation en cour avant. En fait, vu la configuration des lieux, la présence d'une servitude de passage sur le terrain, l'obligation d'aménager une allée de circulation qui mène au chemin Pion, la préservation des arbres sur le terrain, ces facteurs militent pour l'autorisation de cette dérogation. L'empiètement en cour avant serait de 5,75 mètres. L'autre élément dérogatoire, c'est que le garage détaché ne peut pas avoir une hauteur qui excède 75 % de la hauteur du bâtiment principal. Le garage projeté correspond à une hauteur de 83 % de la hauteur du bâtiment principal et la hauteur excède donc de 0,41 mètres. Donc, par rapport à cette dérogation-là, étant donné que c'est situé en zone agricole, donc l'implantation du bâtiment garage et sa hauteur ne constituent pas d'enjeu par rapport aux propriétés voisines, puisqu'il n'y en a pas à proximité. Alors, je demande si effectivement il y a eu des questions à cet effet-là. Non. Donc, je vais lire la... Excusez, je vais juste demander en fait s'il y a des questions de la salle à l'égard de cette demande de dérogation mineure. Non? Ça va? Alors, alors j'y vais. Bon, alors, considérant la recommandation de CCU 230-41-803 du procès-verbal du 18 avril 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant la demande de dérogation mineure relative au 676 chemin Pion, considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement numéro 1236 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures pour l'obtention d'une telle dérogation », alors je propose que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 676 chemin Pion à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 3 885 442 au cadastre du Québec. Celle-ci a pour but d'autoriser l'implantation d'un garage détaché majoritairement en cour avant et en cour latérale, dont l'empiètement dans la cour avant est de 5,75 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que tout garage détaché peut être situé dans la cour et la marge arrière, ainsi que dans la cour et la marge latérale à 3 mètres et plus d'une cour et plus d'une cour avant, permettant ainsi une dérogation de 5,75 mètres. Cette demande de dérogation mineure a également pour but d'autoriser un garage détaché d'une hauteur de 4,12 mètres, soit 83 % de la hauteur du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que la hauteur de tout garage détaché ne peut excéder 75 % de la hauteur du bâtiment principal, qui est dans ce cas de 4,95 mètres, permettant ainsi une dérogation de 8 % de la hauteur maximale autorisée.
Le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 230-41-803 du procès-verbal du 18 avril 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et tel qu'il apparaît au plan projet d'implantation préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, daté du 17 mars 2023 et révisé le 31 mars 2023, portant le numéro de minute 58-909, joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Cette demande a pour but de permettre la construction d'un garage détaché en cour avant et en cour latérale, ainsi qu'une hauteur de bâtiment supérieure à la hauteur maximale prescrite. Je seconde. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, je t'ai pas dit, peux-tu répéter? Non. Allons-y maintenant de l'item 27, session pour fin de parc au 750 chemin de la Montagne. Madame Georget. Ça, ce serait le numéro 27? En fait, oui. Oui. Est-ce que je vous sers tous les considérants? En fait, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer dans vos mots. Non, je vais vous lire les considérants d'abord. Attelez-vous. Alors, considérant qu'une demande de lotissement a été déposée au comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire visant un projet de subdivision du lot 1 816 327 au cadastre du Québec, propriété située au 750 chemin de la Montagne, dans le but de créer 7 lots distincts pour des fins résidentielles. Considérant le plan cadastral parcellaire présenté par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, daté du 7 mars 2023, portant le numéro de minute 58872, considérant que le site visé par l'opération cadastrale est d'une superficie totale de 9 151,3 m², considérant que le lot projeté 6 535 510 au cadastre du Québec d'une superficie de 1496,1 m² n'est pas assujetti à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, puisqu'un bâtiment y est déjà construit, considérant que les lots projetés sont d'une superficie de 7 655,2 m² et sont assujettis à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, et qu'en vertu d'un règlement de lotissement numéro 1232, cette opération cadastrale implique une contribution pour fin de parc, de terrain ou d'espace naturel équivalente à 10 de la superficie totale de l'immeuble ou au paiement d'une somme équivalente à 10 de la valeur marchande des nouveaux lots créés. Considérant la recommandation du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, je propose que ce Conseil approuve le plan cadastral parcellaire préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, en date du 7 mars 2023, portant le numéro de minute 58872 dans le cadre du projet de subdivision du lot 1 816 327 au cadastre du Québec, en 7 lots distincts pour des fins résidentielles, soit le lot projeté 6 535 510 au cadastre du Québec, identifiant le terrain de la résidence existante, et les lots projetés 6 535 511, 6 568 883, 6 568 884, 6 568 885, 86 et 87 au cadastre du Québec, ayant pour but de créer des lots permettant la construction de nouvelles habitations unifamiliales, que le propriétaire du lot 1 816 327 cède à la Ville de Mont-Saint-Hilaire à titre de cession pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, le lot projeté 6 568 877. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Oui. Représentant 10 de la superficie totale du site compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, et ce, tel que requis en vertu du règlement de lotissement numéro 1232 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et selon le plan mentionné ci-dessus. Merci bien. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci de la confirmation de l'entente de cession du boisé AF18. Monsieur Morin. Oui, donc c'est la confirmation de l'entente là, pour le boisé AF18, donc le boisé au clair, qui est près du verger Solévune dans la défunte zone A16. Donc, cette entente d'acquisition-là, elle a 3 conditions: que la Ville de Mont-Saint-Hilaire obtienne l'aide financière là, de la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme de la trame verte et bleue, qui correspondrait aux 2/3 du prix d'achat. Que la portion qui reste, là, dans le fond, soit financée par un règlement d'emprunt adopté conformément à la loi et sujet à l'approbation des personnes habiles à voter. Que l'acceptation par la Ville aux conditions énoncées soit confirmée par une résolution du Conseil. Que ce Conseil entérine l'entente et approuve les modalités et conditions énoncées à la confirmation de l'entente de cession du boisé à F18, partie du lot
3 271 281, signée en date du 12 avril 2023, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Je seconde. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci. Alors, allons-y d'une résolution très similaire, cette fois-ci confirmant l'entente de cession du boisé AF19. Donc, Mme Georget. Oui, donc le deuxième boisé de la zone A16, comme on s'était engagé à le faire. Considérant l'entente intervenue le 26 avril 2023 entre Gestion Henri Nègre et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant l'acquisition du boisé AF19, considérant que cette entente était assortie des 4 conditions. Donc, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire obtienne l'aide financière représentant les 2 tiers du prix d'achat pour le boisé conformément à l'entente de la CMM. Que la portion de la contrepartie assumée par la Ville soit financée par un règlement d'emprunt adopté conformément à la loi et sujet à approbation des personnes habiles à voter, que l'acte de vente soit signé et le paiement versé dans les 30 jours de la date d'approbation du règlement d'emprunt, que l'acceptation par la Ville aux conditions énoncées soit confirmée par une résolution du Conseil. Donc, je propose que ce Conseil entérine l'entente et approuve les modalités et conditions énoncées à la confirmation de l'entente de cession du boisé AF19 signée en date du 26 avril 2023, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Qui veut bien? Merci, M. Rainville. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, passons à l'item 30, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le règlement de plan d'urbanisme durable numéro 1230. M. Leboeuf, considérant que vous aurez à le nommer au complet, le dit règlement, mais je vous laisse procéder avec cet avis. Alors, je, Marcel Leboeuf, donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé et ainsi corriger la limite de la zone agricole permanente pour 3 secteurs sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, procédons. L'item 31, cette fois-ci, l'adoption du projet de règlement numéro 1230-4. Monsieur Leboeuf. Je propose que le projet de règlement numéro 1230-4, intitulé « Règlement amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé et ainsi corriger la limite de la zone agricole permanente pour 3 secteurs sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et est adopté par ce Conseil. Que l'Assemblée publique de consultation requise en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit fixée selon les normes établies à cette loi et conformément au règlement numéro 1311 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires municipaux. Qu'un avis public annonçant la tenue de la dite Assemblée soit publié dans le journal L'Œil régional et sur le site Internet de la Ville. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons à l'item 32. Cette fois-ci, c'est un avis de présentation annonçant un règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement. Je vous laisse préciser les montants, M. Meyer. Donc, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 195 500 $ afin de le porter à 4 148 000 $. On peut procéder oui. avec... La résolution. Exactement. Juste l'ouvrir. Donc, je propose que le règlement... Oups. Oui, c'est ça. Que le règlement numéro 1341, intitulé « Règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 195 500 $ afin de le porter à 4 148 000 $, soit et est adopté par ce Conseil. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Merci. Alors, procédons maintenant à l'avis de présentation concernant l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé au plan d'urbanisme durable modifié en créant la zone C10-1 à même la zone C10 afin d'encadrer les usages autorisés. Madame Thibault. Donc, c'est la zone en question dont on a discuté tout à l'heure lors de la première période de questions qui a été très bien expliquée par M. Guertin. Alors, je ne ferai pas mieux dans les explications. Je vais directement à l'objet. Donc, je propose que Isabelle Thibault, donne un avis de présentation
à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé et au plan d'urbanisme durable modifié en créant la zone C-10-1 à même la zone C10 afin d'encadrer les usages autorisés. Est-ce que quelqu'un veut bien... Non, non, c'est un avis, je poursuis. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, je propose oui, c'est ça. que le projet de règlement numéro 1235-25, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé et au plan d'urbanisme durable modifié et en créant la zone C-10-1 à même la zone C-10 afin d'encadrer les usages autorisés, soit et est adopté par ce Conseil, que l'Assemblée publique de consultation requise en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit fixée selon les normes établies à cette loi et que, conformément au règlement numéro 1311 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires municipaux, qu'un avis public annonçant la tenue de ladite assemblée soit publié dans le journal L'Œil régional et sur le site Internet de la Ville. Êtes-vous tous d'accord? En fait, j'ai besoin de... J'appuie. Merci pour l'appui. D'accord, membre du Conseil? Oui. Allons-y. L'item 36, adoption du règlement numéro 881-15, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 881 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, afin de modifier les heures d'ouverture et de fermeture des terrains de tennis, de pétanque et le site de planche à roulettes. Monsieur Leboeuf, avec votre fougue et la charge que vous êtes capable. Oui, excuse-moi, c'est le 36, ça? C'est 36, oui. 36, hein? Oui. Parfait. Bien ça. OK. Là, je voulais être sûr que j'avais la bonne chose. Alors, considérant que le règlement numéro 881-15 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 avril 2023, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement, je propose que le règlement numéro 881-15, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 881 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, afin de modifier les heures d'ouverture et de fermeture des terrains de tennis, de pétanque et le site de planche à roulettes, soit et est adopté par ce Conseil. » J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, juste avant de procéder avec l'item 37, je vous prie de nous excuser. En fait, on vient de m'informer que la rediffusion sur YouTube ce soir est fastidieuse. Alors, c'est un peu hors de notre contrôle. Nos collègues à la technique tentent de remédier à la situation. Toutefois, la séance est est enregistrée, pardon. Donc, les personnes qui voudront écouter les délibérations ou autres pourront le faire, mais en différé et non en direct. On tente de remédier à la situation. Donc, allons-y de l'item 37. Adoption du règlement 1330-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1330, régissant l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ». Madame Thibault. Oui, alors c'est venu à l'ordre du jour lors du dernier conseil. Ça revient pour une légère modification. Donc, je propose que le règlement numéro 1330-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1330 régissant l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet » soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Cette fois-ci, item 38, octroi d'un contrat concernant la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager. Madame Georget. OK, pardon. Alors, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de les emballages Carrousel au montant de 20 987,32 incluant les taxes relativement à la fourniture et livraison de produits d'entretien ménager dans le cadre du contrat BA 2302, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat.
que ce contrat soit d'une durée de 2 ans, du 1er mai au 30 avril 2025. Que la dépense décrite au bon de commande au montant de 20 987,31 incluant les taxes pour la première année du contrat soit payable à même le poste budgétaire 02 811 00 660 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci de l'octroi d'un contrat concernant des travaux de réfection de voirie projetés pour 2023 sur diverses rues. Monsieur Morin. Oui, donc c'est un contrat pour la réfection de diverses rues, comme vous l'avez mentionné. Peut-être rappeler qu'on a eu une subvention du gouvernement du Québec qui va couvrir une bonne partie de ces montants-là, en fait. Donc, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Pavage Masca Inc. au montant de 3 351 032 et 54 sous, incluant les taxes pour les travaux de réfection de voirie 2023 dans diverses rues, dans le cadre du contrat ING 23-P01-AO1, donc pour les lots AAG du bordereau de soumission, incluant le lot optionnel G, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat, que la dépense décrite au bon de commande SI 23-65 au montant de 808 14,59 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-835-00-711 et à même le poste budgétaire 58-218-13-373 pour un montant de 2 543 017,95 $, incluant les taxes, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée, conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y cette fois-ci de l'octroi d'un contrat TP 23-10 concernant le remplacement d'une clôture de soccer. M. Morin. Oui, ce ne sera pas long. J'attends que ça charge. Moi aussi, j'ai des problèmes. Je pense que le réseau Internet tire un peu de la patte. Oui, mais j'attends encore. Ah, OK. Donc, c'est pour le remplacement de la clôture là, sur le terrain de soccer synthétique près de l'école secondaire, Osias-le-Duc. Donc, la clôture était brisée. Donc, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de G. Davio LT au montant de 32 767,88 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat TP 23-10 pour le remplacement de la clôture au terrain de soccer synthétique, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat, que la dépense décrite au bon de commande TP 23-38 soit payable à même le poste budgétaire 55-911-00-001, alias le fonds de roulement, pour un montant de 32 767,88 $, incluant les taxes, et qu'il y a les crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée, conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 5 ans, que le maire ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, on serait rendu à l'item 41, la résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Monsieur Meilleur. Oui, je pense que vous avez très bien résumé les considérants. Je vais juste ajouter, je pense que c'est important qu'on le fasse parce que
On a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. L'inclusivité et l'ouverture, bien qu'elle soit présente, on n'a pas à gratter très, très fort pour que le vernis lève. Donc, je propose que ce Conseil proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et qu'à cette occasion, le drapeau arc-en-ciel soit hissé devant l'Hôtel de Ville. Merci, M. Rainville. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y donc de la résolution 42, résolution des municipalités de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault. Oui, il y a eu une belle rencontre le mois passé de toutes les municipalités, des élus des municipalités pour la collaboration, parce qu'on est très fiers de faire partie de cette première région, réserve de biosphère, en fait, Saint-Hilaire, la première au Canada, la plus petite, qui a été nommée en 1978. Il y en a 738 à travers le monde, il y en a 19 au Canada. Et, entre autres, la réserve de biosphère de Mont-Saint-Hilaire va se rapprocher, va prolonger une proposition pour prolonger ses limites, pour rejoindre ou aller toucher à la réserve du lac Saint-Pierre, donc pour continuer encore plus les collaborations. Donc, dans ce contexte de collaboration, nous autres, nous proposons, donc je propose, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à participer activement à l'avancement dans sa communauté des objectifs principaux des régions de biosphère en collaboration avec Connexion Nature, évidemment, l'organisme mandaté par l'UNESCO. Bien, les objectifs, en fait, c'est pour protéger les milieux naturels, terrestres et aquatiques, soutenir et préserver le patrimoine culturel, développer l'économie de manière durable, minimiser les impacts sur l'environnement, informer, former et éduquer sa population à l'égard de ces objectifs et participer à la réconciliation avec les peuples autochtones. J'appuie. Merci, M. Leboeuf. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, très belle résolution. Fort heureux qu'on l'ait adoptée tous ensemble. Donc, passons maintenant à la deuxième période de questions en vous rappelant, en fait, que ce sont des questions ouvertes qui peuvent porter sur tout sujet que vous jugez d'intérêt collectif. Et comme le veut notre règlement de régie, je vais vous demander, dans un premier temps, de vous nommer. Tous les noms vont être recueillis. Ensuite, il va y avoir un tirage au sort pour déterminer qui sera la personne qui pourra prendre l'ordre de prise de parole. Puis, je vous rappellerai que vos interventions doivent être contenues à l'intérieur des 4 minutes qui vous sont dévolues pour l'exercice. En vous rappelant aussi que nous avons reçu, si je ne m'abuse, 7 questions en ligne ce soir auxquelles je m'efforcerai de répondre. Alors, je m'excuse pour ceux qu'on connaît déjà les noms à les fins d'enregistrement. Je vais tout de même le demander. Monsieur à l'avant. Benoît Landry. Merci. Cournoyer Louis-Georges. Il est plus long à écrire, ça ne sera pas long. Monsieur. Louis Toner. Monsieur. Oh, monsieur, j'ai eu 2 Michel en avant, monsieur. Michel Nadeau. Merci. Pierre Bergeron. Maxence Saint-Onge. Merci. Monsieur Nadeau. Bonsoir, M. Nadeau. Bienvenue. Bonsoir. Je ne suis pas ici souvent. J'ai posé quelques questions dans le passé à l'Internet. Ma question ce soir va sur le manoir Rouville. Oui. Je voudrais savoir, c'est quand qu'on va décider qu'est-ce qu'on fait avec le manoir pour faire en sorte qu'on diminue les frais le plus possible, parce que je sens que c'est un gouffre sans fond. D'accord. Donc, vous avez certainement le droit à vos considérations à l'égard des finances publiques associées à ce projet-là. En fait, c'est la volonté du Conseil de fixer la vocation du manoir dès 2023, de façon à ce qu'on puisse procéder à un partage des coûts avec d'éventuels locataires ou organismes qui pourront veiller, en fait, à la préservation du manoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus de précision? Parce que 2023, il y a plusieurs mois dans ça. Bien, en fait, oui, vous comprendrez que pour une propriété de cette valeur-là, puis pour bien optimiser chacun des pieds carrés, parce que ce que je dois comprendre de votre intervention, c'est que vous êtes soucieux des coûts, on l'est également. Et donc, on se doit de
veiller à l'élaboration de plans d'affaires, d'établir des structures de gouvernance et tout ça. Puis, on s'est entouré, en fait, d'experts dans divers domaines qui nous aident et qui le font, notamment gracieusement, là, pour certains. Alors, tout ça prend un certain temps. Donc, on s'efforce de le faire avec diligence, mais on ne veut pas non plus le faire avec hâte pour commettre des erreurs qui pourraient, dans le fond, avoir des conséquences financières beaucoup plus grandes dans le temps. Donc, on le fait avec beaucoup de diligence, on le fait promptement et on se rend compte sur une base mensuelle pour un grand groupe qu'on appelle notre comité des sages. Puis, moi, j'y travaille activement quasiment tous les jours. Dans le don qui a été fait, c'est quoi les contraintes que la Ville a concernant ce don, en ce sens que, est-ce que la Ville peut faire n'importe quoi ou elle a des obligations dans l'opération? Elle a des obligations qui sont liées au classement du monument. Ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on s'en est porté acquéreur parce qu'on voulait honorer, en fait, le classement du bâtiment. Donc oui, on se doit, en fait, de respecter le caractère patrimonial des lieux et c'est ce qu'on entend faire avec beaucoup de diligence. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'opérer de façon comme une business? Ou est-ce qu'on est, tenu de ne pas faire n'importe quoi, d'être tenu dans des règles à suivre qui font en sorte qu'on ne peut pas prendre toutes les décisions de façon simple? Bien, on doit considérer les pouvoirs qu'ont une ville pour gérer ce genre d'immeuble-là, mais on est à voir aussi quel type de gouvernance va nous permettre, en fait, de rencontrer les objectifs qu'on s'est fixés de préservation du patrimoine, mais aussi de réduire les coûts, comme ce que vous avez évoqué dans votre question précédente. OK, mais je vais reposer une question. Est-ce que c'est obligatoire que ce soit la Ville qui opère, qui régisse cette bâtisse, ou est-ce qu'elle peut attribuer la gestion du bâtiment et de son site à un autre organisme, à oui, elle le peut. Un système, quelque chose? Oui, elle le peut. Compagnie? Oui, elle le peut. Elle le peut? Oui. Donc, à l'intérieur de contraintes et de régimes, mais là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, il y a plusieurs types d'ententes qui peuvent être prises par la Ville. Donc, pour le moment, il n'y a pas de date précise qui ont été mises en place? Oui, il y a un engagement ferme de fixer la vocation du manoir en 2023, mais je ne vous donnerai pas une date. Il y a le 31 janvier qui arrive. Oui, mais pour un immeuble qui a été construit au 19e siècle, je pense qu'on peut prendre notre temps. Si je peux me permettre. Oui, mais ça coûte des 100 000 et des 100 000 et des 100 000 et des 100 000 à prendre notre temps. Et j'entends votre préoccupation. Madame Georget. Notre intérêt, c'est vraiment de protéger les intérêts collectifs. C'est vraiment ça l'objectif du comité de travail en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va être fait pour le bien-être de la population à Mont-Saint-Hilaire, pour la préservation de ça? Notre préoccupation, c'est ça, de prendre en compte qu'une reprise collective d'un édifice patrimonial comme ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et le meilleur moyen qu'on peut faire, c'est de s'assurer que ce soit une saine gouvernance. Donc, c'est vraiment ça nos objectifs en ce moment. Donc, mais ma préoccupation, je pense qu'elle est la préoccupation de tous les citoyens de la ville de Saint-Hilaire, qu'on veut arrêter de dépenser des sous. Bien, je sais pas, parce que les taxes ont augmenté énormément. Oui, je ne sais pas où vous prenez vos chiffres, je ne sais pas quelles sont vos sources pour vos inquiétudes financières, mais je vous invite à regarder le rapport financier, puis les communications de la Ville. Je pense qu'il y a de quoi rassurer la majorité des citoyens et citoyennes. Les communications de la Ville sont pas grandes. Je vous remercie, M. Nadeau, d'avoir partagé vos préoccupations comme vous l'avez fait avec nous ce soir. On manque d'informations. Je ne partage pas votre avis, M. Nadeau. Merci. Prochaine question. M. Toner. Bonsoir, M. Toner. Oui, bonsoir au Conseil. J'avais justement une question au sujet du rapport financier 2022. Oui. Ça revenait aux investissements. Puis vous avez mentionné, je pense que c'était 54 millions en 2022, oui, dont 31 millions pour le manoir. Pourriez-vous, il manque une nuance, je pense, là-dedans, je pense, étant donné que c'est un don. Donc, là, vous parlez d'investissement. Bien, en fait, c'est parce qu'on... oui, en fait, c'est qu'on a le bénéfice maintenant d'avoir un actif supplémentaire de 31,1 millions qui est associé à la valeur, en fait, du don qu'on a reçu. C'est quand même non négligeable, c'est-à-dire que notre richesse collective
en est augmenté. Maintenant, on n'a pas eu à débourser 31 millions, mais c'est quand même 31 millions qui nous a été offert. Oui, c'est ça. Vous ajoutez ça aux actifs sans avoir eu à dépenser. Oui, mais monsieur... Je voulais juste clarifier parce que je ne l'ai pas entendu. Oui, mais aussi, il faut comprendre que c'est aussi dans les normes comptables pour les organismes publics qui... Non, je comprends ce bout-là. Okay. C'était juste que... Oui, merci. Puis l'autre question, je voulais juste, pour les dépenses justement en 2022 pour le manoir, les dépenses d'entretien, c'est quel chiffre vous avez mentionné? Là, je ne l'ai pas. C'était 500 quelques mille ou c'est en bas de 400 000 total? Oui, M. Meyer, je pense que vous les avez à la portée de la main. Bien, les dépenses d'entretien, c'est environ 300 000 $. Plus, il y a eu des frais récurrents, non récurrents, je m'excuse, qui étaient au niveau des expertises d'environ 64 000 $ pour un total de 365 000 $. Donc, pour une période de 6 mois, pour une période de 6 mois, mais il y avait des frais là-dedans aussi, même dans le 300 quelques mille, qui ne sont pas engendrés cette année parce que, par exemple, on ne sort pas les quais, on ne sort pas les auvents. Déjà, ouais. C'est des coûts. Fait qu'on est loin du 1,6 million là, qui circule présentement, où les gens comptabilisent des frais qui arrivent d'à peu près n'importe où. Là. Fait que je pense que... Il y a des gros chiffres qui circulent, puis il y a lieu de... Oui, mais c'est ça, mais aussi, il y avait la période, c'était pas un an au complet, donc c'était à peu près 6 ou 7 mois. Bien, non, effectivement, c'est une période un petit peu plus que 6 mois. Oui, OK, bon, merci. Merci à vous. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Bergeron. En passant, on m'informe que le visionnement est maintenant possible sur YouTube. Bonsoir, Monsieur Bergeron. Bonsoir, Monsieur le maire. J'ai une question concernant... au boulevard de la Gare, il y a 2 bâtiments délabrés qui datent, je pense, de l'époque de la raffinerie de sucre. J'imagine que ça appartient à la ville, parce qu'il y en a un qui est sur le parc de la Gare, puis il y en a un qui est sur le bord du Richelieu, sur le chemin des Patriotes. Qu'est-ce que la ville compte faire avec ces 2 bâtiments délabrés? Bien, en fait, je sais qu'il y en a un qui est associé sur le bord de l'eau avec des canalisations puis des contrôles. Je pense que c'est l'ancienne usine de pompage, je ne sais pas trop. Oui, c'est l'ancienne usine de pompage. Mais, le terrain appartient à la ville, il est tout en broussaille, il y a des briques qui tombent, des vitres de cassées, puis c'est là, et personne ne s'en occupe. Bien, je vais faire une vérification, M. Bergeron, puis on va vous revenir avec cette information-là. J'ai eu écho entre les branches qu'il y avait des projets là, qui se tramaient là, de réflexion pour... mais je n'ai pas cette information-là spécifiquement pour les 2... L'autre bâtiment est sur le boulevard de la Gare. Quand on descend, dans le petit sentier. C'est à 2 étages à peu près. C'est à moitié brûlé, c'est noir. Je ne sais pas si c'est le feu ou le goudron, je ne sais pas, mais ça semble bizarre. Je n'ai pas compris, M. Nadeau. Ah, également une chambre de pompage. Donc, je vais m'informer, M. Bergeron, puis je vous reviendrai avec l'information. J'ai une autre question, ça concerne le manoir. Moi, j'aimerais savoir si les titres de propriété, maintenant, sont à la ville, là, les titres de propriété. Est-ce que la ville avait déjà des visions sur les 2 boisés, chaque côté? Oui. Est-ce que ce serait pas opportun maintenant de séparer le lotissement pour s'assurer que pour l'éternité, la ville conserve ces 2 boisés-là? C'est en processus. Oui? Oui. Est-ce que vous prenez aussi un droit de passage ou un bout de terrain riverain pour unir les 2 terrains sur le bord de la rivière? Il y a des évaluations qui sont en cours, mais pour nous, c'est important, comme je l'ai dit à maintes reprises, puis c'est d'offrir notamment un accès à l'eau pour des activités non motorisées. Donc, ça fait partie de toute cette réflexion. Maintenant, dans les titres, de faire ça avant qu'il arrive quelqu'un qui fasse l'acquisition ou qui veut gérer le manoir puis qui va vouloir grignoter le boisé. Là. Alors, si on fait des lignes, ça va être réglé pour tout de suite. Avec la même rigueur qu'on fait en Piémont, parce qu'on le fait pour chacune des propriétés acquises, notamment, elles sont soit incluses dans une réserve naturelle, soit, dans le fond, grevées d'une servitude de conservation à perpétuité. On va utiliser la même rigueur. C'était opportun pour le faire maintenant, avant qu'il y ait un acquéreur. Bon. Mais il faut dire qu'on vient d'ajouter une couche, puisque, dans le fond, le don de ces 2 parcelles-là fait actuellement l'objet d'un don pour terre éco-sensible, qui est une mesure fiscale qui vient s'ajouter
à toutes les mesures de conservation. Puis Mais qui un va droit de envouer passage riverain serait aussi intéressant pour... si on a les- je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait tout connecter, mais au moins de s'assurer que... un droit de passage ou un droit de propriété, un ou l'autre, là, mais Oui. de le prévoir. Je vous remercie pour vos deux questions. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les 2 bâtiments que j'ai parlé tantôt? Je vous ai dit que je vous reviendrai avec l'information. Ça sous-entend qu'on va Excusez-moi. vouloir agir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Prochaine question. Monsieur Landry. Bonsoir, Monsieur Landry. Étant donné que j'habite pas loin, puis j'habite pas loin de la rue Campbell, je voudrais vous parler de la rue Campbell. En tout cas, en même temps, je suis un peu mal à l'aise parce que j'avais demandé de l'information à M. Meyer qui me dit que la problématique que j'apportais, qui allait être analysée dans les prochaines semaines, mais en tout cas, mais là, j'étais mal à l'aise. J'ai dit non, moi, j'aimerais autant poser la question ce soir, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu une urgence avant que les travaux soient finis. Parce que j'ai carrément l'impression qu'il y a quelque chose qui ne sera pas sécuritaire lorsque les travaux vont être terminés. OK, je vous rappelle que je suis conducteur d'autobus scolaire, puis on circule beaucoup. C'est une section transit, on monte Radisson, on prend Campbell, puis on s'en va sur Fortier. OK, fait que là, on savait que là, qu'on avait pour un mois qu'on ne pouvait pas passer là, mais là, on monte sur Fortier, puis à un moment donné, on s'est mis à regarder les travaux, puis là, il y avait mis des chaînes de trottoir, puis des chaînes... J'ai dit, il va falloir rentrer là-dedans avec nos autobus, nous autres. On s'est posé la question un peu, puis la semaine passée, au début de la semaine, je suis allé prendre des mesures. Puis justement, je ne sais pas comment on va faire. Si je calcule, par exemple, pour donner un peu de chiffres, là, mon autobus, là, moi, si je prends à partir du mur de la droite, puis je m'en vais en calculant mon miroir, j'ai 2,75 m. Et donc, 2 autobus comme ça, ou un autobus avec un camion à peu près à la même dimension, c'est 5,50 m. L'assiette de rue, je calculais 6,85 m. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près ça pour nous rencontrer. Puis là, ça, c'est... Si je roule une roue sur le trottoir, bien là, j'ai le miroir de ce côté-là qui va être dans la piste cyclable. Là, je me dis, ils ont-tu calculé qu'il y avait des autobus qui passaient par là? C'est un peu ma question. Puis si oui, ben sinon, ben il y a peut-être un ajustement à faire, mais est-ce que c'est possible de faire l'ajustement avant que les travaux soient finis ou bien ça va être un ajustement, une correction après? Parce que c'est une affaire que j'ai... problématique, ça, que souvent, il y a des travaux d'ingénierie, même qui sont pas amenés sur le terrain. Je comprends qu'il y a des comités qui les regardent, là, mais qui sont confrontés à la population, puis la population est capable de dire il y a de quoi qu'il n'y a pas d'allure. C'est un peu comme chez nous. Comme je disais tantôt, chez moi, il y a 2 ans, en fin de compte, j'ai su au début des travaux qu'on me prenait 4 pieds sur mon terrain pour faire un trottoir. Je ne l'ai pas su avant le début des travaux. Oui. Il y a fait que là, je me demande jusqu'à quel point il n'y aurait pas des choses à faire tout de suite avant que les travaux soient terminés. Dans le cas qui nous intéresse, je sais que tous les propriétaires ont été rencontrés, donc ça, je peux vous rassurer sur ça. Là. Okay. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense qu'une vérification technique va être nécessaire là, parce que je ne suis pas à même de calculer moi-même des voies de virement pour autobus. C'est parce que là, c'est pour ça que je ne veux pas mettre en question ce que M. Meyer m'a dit tantôt, là, mais étant donné que la réunion est prévue pour le comité de circulation, je pense rien que dans 3 semaines, les travaux vont être finis. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un genre de rencontre d'urgence pour aller vérifier? Si j'ai tort, tant mieux. Est-ce que je peux poser une question, M. le maire? Oui, honnêtement, mais je peux vous dire que les vérifications seront faites particulièrement puisqu'on est durant les travaux. Je voulais juste vous demander, M. Landry, si vous aviez pris la mesure de l'autre côté de la rue Campbell qui est déjà dans son état aménagé. Non, je ne suis pas allé parce que là, avec les outils que j'avais, moi, j'ai juste pris... Quand je suis monté sur la rue Radisson, j'ai pris la largeur là, en fin de compte. Premièrement, c'est au-delà de l'étroitesse de la rue, il y a des rues qu'on fabrique de ce temps-là, comme la rue Blain et la rue Comtois, qui sont les 2 meilleurs exemples dans le coin, là. Un autobus scolaire qui essaie d'entrer sur une rue, là, on monte sa chaîne de trottoir. C'est la rue Blain, ici, ça en est épouvantable, là, en fin de compte. Si moindrement à 5 heures d'après-midi, à 4 heures de l'après-midi, quand on sort de la polyvalente, il faut tourner sur la rue Blain, là. Il n'y a pas moyen... Il y a des autos qui sortent de la rue Blain, puis nous autres, on tourne et on monte sur la chaîne de trottoir. Puis là, on va monter sur la chaîne de trottoir dans les 2 extrémités, là. Ça, c'est sûr. Je vous remercie pour votre commentaire. C'est mon observation. Puis une question de sécuritaire, parce que vous savez que je crois au service
transport alternatif, mais là, on se tire dans le pied, j'ai l'impression. OK, merci. Je vous entends bien. Merci. Prochaine question. Monsieur Saint-Onge. Bonsoir, M. Saint-Onge. Je prends le temps de remercier M. Leboeuf, mon représentant de mon quartier. Merci pour ton temps. Je n'ai pas parlé de ça, mais je trouvais que ça valait la peine de le souligner. J'avais juste une question sur le boisé. Session de boisé, c'est... M. Bergeron en a parlé, je pense. Là, j'étais un peu inattentif. En gros, ils vous les donnent, les boisés? C'est ça, je comprends? Non, ils acceptent de nous les céder, mais moyennant une contrepartie financière. Les vendre? Oui. Les vendre, finalement. Ouais. Puis, vous les achetez dans quelle utilité? En fait, comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est excusez, j'essaie de m'informer le plus possible. Là, pas mais, prendre de alors, je viens pas trop souvent vous poser des questions. Les bois sont actuellement protégés par des règlements municipaux, d'accord? Ouais. Mais sont de tenure privée, c'est-à-dire qu'ils demeurent la propriété des familles qui les possèdent. Mais ils sont protégés, c'est-à-dire qu'on doit maintenir la forêt en place. Comme tout le monde qui habite sur le bord de l'eau, qui a une bande riveraine, la bande riveraine, elle est privée, mais elle est déjà protégée. C'est ça. Okay. Mais considérant tous les commentaires qui nous ont été transmis, notamment du temps qu'on a pensé au plan d'aménagement pour le secteur urbain de Chemin de la Montagne, le Conseil est d'avis qu'on devrait protéger ces éléments-là à perpétuité, c'est-à-dire les règlements municipaux, ça change. Mais quand on est propriétaire des titres, bien, il y a déjà cette protection. Il y a cette protection additionnelle-là. Mais c'est de les rendre accessibles au public, notamment pour qu'on puisse en bénéficier. Alors, on pense que ça en vaut la peine d'augmenter le niveau de protection. M. Bergeron faisait référence là, à des servitudes ou autres. Alors, on veut augmenter le niveau de protection, comme on fait pour d'autres propriétés en Piémont, puis on veut pouvoir les rendre accessibles, notamment qui fassent partie du concept d'aménagement, puis qui, ensemble, constituent des jalons importants d'un parc linéaire pour le secteur. Ouais, OK, ça ferait partie de votre... Ça serait le début et la fin de votre parc linéaire, finalement? Ça, je comprends? Ça serait 2 jalons importants. À peu près, mettons. C'est ça. OK. Quand vous dites le protéger plus, parce que là, vous dites qu'il y a des règlements municipaux, il y a des règlements provinciaux ou fédéraux, là, ils sont protégés, ils sont enregistrés aussi. En ce moment, ils sont protégés par des règlements municipaux. Simplement municipaux, mais ils ne sont pas reconnus comme étant des boisés. Le boisé de la famille Nègre et Auclair ne sont pas reconnus par le gouvernement d'aucune façon autre que vous. Par des règlements municipaux, c'est-à-dire la CMM, la MRC et nous. Mais on est considérés des gouvernements municipaux. OK. Bien, en gros, c'est le regroupement de toutes les municipalités. Oui. Puis vous devriez avoir le pouvoir municipal, juste la ville de Saint-Hilaire. En fait, nous, on veut se porter acquéreur pour en assurer une protection à perpétuité puis un accès. Oui, mais comment vous faites pour... Là, ils sont privés, personne n'y a accès, c'est ce que je comprends? C'est ça. Sauf le propriétaire. Oui. Là, vous voulez augmenter la protection, mais que les gens y aillent? C'est ce que je comprends? Comme la montagne. Mais comment on fait pour protéger plus un milieu qui est vierge en donnant accès à des gens? Le milieu n'est pas vierge. On va prévenir, en fait, on va encadrer la sériculture, on va encadrer la sylviculture, on va encadrer les accès. Il y a déjà des règlements qui encadrent ça, l'aménagement de ces boisés-là. Et qui les permettent. Pardon? Et qui les permettent. Donc, la coupe de bois est permise. Là, nous, fort probablement que c'est un usage. La coupe de bois, donc, en gros, ce que vous dites, c'est que les règlements qui sont appliqués sur l'ensemble du territoire, vous n'êtes pas d'avis que c'est suffisant. Ça devrait être plus. Donc, ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour aller amener des mesures plus restrictives dans ce terrain-là. D'une certaine manière, oui. Fait que c'est comme un peu de dire que notre façon de gérer sur l'ensemble du territoire, vous pensez que ça devrait être plus restrictif, puis vous allez le faire... Il y a des endroits, je pense, qui peuvent le permettre, mais à cet endroit-là, on considère qu'un niveau de protection accru serait nécessaire. OK, mais j'ai de la misère vraiment à comprendre comment vous faites pour donner accès à des gens à une place, puis en garder plus... Vous allez rendre ça plus protégé en donnant accès à plein de gens. C'est quand même étrange. Puis ça, quand ils vous... ça, c'est vraiment un achat, ça n'a rien à voir avec les 10 % là,
de dons pour aménagement de parcs des promoteurs de la Ça va zone. s'ajouter aux 10 de parc. Ça s'ajoute. Ouais. Il y a déjà un 10 qui est le parc linéaire. Il y a ça un fait 10 partie du 10 il va y avoir des affectations de parc qui vont s'ajouter à ça, oui. Monsieur le maire, je peux me permettre peut-être rappeler encore une fois que c'est une recommandation. La Ville a mandaté le Connexion Nature, puis notamment un biologiste pour la zone A16, puis ils nous ont fait des recommandations. Puis ça faisait partie des recommandations d'aller au-delà du cadre réglementaire municipal en termes de protection de ces boisés-là pour assurer justement la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, puis aussi le suivi de la réglementation est plus facile. Puis dans ces recommandations-là, il y avait la recommandation de donner accès au public. Oui. Par le biologiste. Oui. En fait, je vous recommande la lecture de Saint-Exupéry. Si vous avez lu Le Petit Prince, peut-être. Ben oui. C'est-à-dire qu'il faut apprivoiser la nature, puis la nature, quand on la connaît, on veut la protéger davantage. Donc, on ne croit pas à des stratégies de globe de verre. Mais on a déjà la montagne qui est à 2 pas là, pour connaître, qui est déjà aménagée, qui est déjà est à 2 pas de marche. Là. Oui. Vous comprenez que... Oui, le temps est déjà écoulé depuis un certain temps, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions à cet égard-là. Mais dans tous les concepts d'aménagement, de la nature de proximité, c'est nécessaire. Donc, la montagne, c'est une chose, c'est tant mieux. Puis, d'avoir des milieux naturels bien protégés et accessibles dans les quartiers, c'est essentiel pour la santé humaine et pour la santé des milieux naturels parce que les gens protègent ce qu'ils connaissent. Mais la nécessité de le rendre accessible, c'est pour l'humain, clairement pas pour le milieu. Là. Ça va dans les deux sens. OK. Oui, ça va dans les deux sens. Je pourrais vous donner la version longue de ça, si vous voulez, à un autre moment. Je vais prendre la prochaine question. Hein? Petit Prince? Sur les bienfaits mutuels. Je vous remercie. Prochaine question. Monsieur Cournoyer. Bonsoir, Monsieur Cournoyer. Bonsoir. Vous savez que je suis pour la protection de la zone A16 et d'autres parties de Mont-Saint-Hilaire, donc je vous encourage à protéger le plus possible. Mais c'est tout simplement en réponse au précédent interlocuteur. J'étais sur YouTube et j'ai entendu le point 17, qui est le contrat de gestion contractuelle des biens et services de mobilité cellulaire. J'ai entendu le point 16 aussi. Vous allez peut-être être surpris, mais dans le point 16, j'entendais un droit de retrait avant le contrat suivant. Je n'ai pas entendu la même chose au point 17. J'ai plutôt entendu que vous deviez vous plier aux règles des fournisseurs de téléphonie cellulaire avec lesquels vous seriez lié par contrat jusqu'en 2028. Alors, votre question? Personnellement, moi, j'ai une inquiétude de laisser carte blanche à une compagnie qui verra toujours à ses propres intérêts avant ceux de la population. Les citoyens de Mont-Saint-Hilaire et même leurs élus n'auraient plus leur mot à dire dans tout ce qui a trait à la téléphonie. On pourrait se voir imposer des antennes dans des lieux qui ne conviendraient pas en termes de précaution pour la santé de nos enfants. Des milieux naturels, ou l'esthétique de notre ville. Vous avez sûrement entendu parler, puis vous avez eu connaissance là, de tous de l'opposition citoyenne par rapport à TELUS et à bien d'autres endroits. Je crois qu'on est dans un milieu particulier en termes de nature. Et donc, je ne suis pas spécialiste des contrats. C'est juste en fonction de ce que j'ai entendu Alors, je vais vous arrêter, M. Cournoyer, dans la mesure où, en ce moment, on parle de se lier, en fait, d'une entente avec le Centre d'acquisition gouvernementale qui, lui, magasine les contrats. On n'est pas en train de cautionner les activités cellulaires ou de s'engager dans l'implantation d'un réseau cellulaire à Mont-Saint-Hilaire. Je vous ai vu avec votre propre téléphone dans vos mains et donc, on bénéficie de cette technologie-là. En ce moment, l'item 17 porte spécifiquement sur l'acquisition de contrats puis de le faire au moindre coût. Mais est-ce que vous pourriez relire le contrat? C'est juste une phrase dans le contrat qui m'a... Monsieur Guertin, je veux juste préciser, ce sont nos cellulaires, là, pas les antennes. C'est le contrat avec TELUS ou Bell, c'est tout. C'est nos cellulaires. Dans le contrat, ça dit que la Ville doit se plier à toutes les exigences. Peut-être M. Meillard pourrait le relire, tout simplement.
on doit se plier aux exigences du CRTC ou je sais. Mais je ne vois aucunement, M. Cournoyer, comme quoi on cautionnerait par cette résolution-là de quelque façon. Ce que ça disait, c'est que dans l'éventualité où le CAG adjugeait un contrat, la Ville s'engageait à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur. C'est par rapport à l'utilisation des cellulaires, pas au niveau des tours ou tout ça. C'est l'achat et les forfaits qui sont reliés au cellulaire. Bien, s'il en est ainsi et que la Ville se doit... Je vous dis, c'est vraiment naïvement, là. Je ne suis pas spécialiste de la question, je n'ai pas vu le contrat. J'aurais tendance plutôt à vous référer ici à l'item 14, qui est l'adoption du plan d'action de la politique sur le patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et notamment à la 4e orientation de ce plan d'action-là qui porte spécifiquement sur les paysages, parce que ça, c'est l'expression très concrète de la préoccupation du Conseil à l'égard du paysage, sachant que les antennes de télécommunication ne devraient pas être aménagées n'importe où pour des raisons de santé, comme vous avez évoqué, mais particulièrement pour des raisons paysagères. Donc, on a des bons et des moins bons exemples à Mont-Saint-Hilaire d'intégration à cet égard-là. Donc, je vous réfère plutôt à la lecture de l'item 14, qui est l'expression de notre sensibilité à l'égard de notre paysage, de notre patrimoine paysager. C'est sûr que je ne vous connais pas à ce niveau-là, donc j'étais heureux d'entreprendre un dialogue avec vous et de vous écouter à cet égard, et ce n'était pas dans une perspective de confrontation, mais plus... Aucunement, mais je vais juste vous exprimer. Oui. Ouais. Je vous remercie pour votre question. Et je vous le dis, au niveau de TELUS, à un moment donné, à Otterburn Park, ils étaient pour installer l'antenne vis-à-vis une garderie. Je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque. Bon, en tout cas. Donc, on n'est pas là, on est dans l'achat. Je sais que je n'ai pas assez le temps, mais je veux quand même vous féliciter pour tout ce que vous faites au niveau du vélo. Et je voulais vous mentionner une problématique par rapport à des stationnements à vélo en face des commerces qui sont très peu nombreux. Et donc, pour la sécurité des gens qui se promènent à vélo, qui doivent laisser leur vélo dans des endroits publics, je ne sais pas si vous pourriez aider les commerces à mettre des stationnements à vélo ou partir quelque chose à ce niveau-là. Ça sera définitivement porté à l'attention de la Commission sur la mobilité. Je vous remercie. Merci. Prochaine question. C'est tout. Alors, on va prendre les questions en ligne qui nous ont été transmises en ligne. Si vous voulez bien en faire la lecture, M. Saint-Onge, pour qu'on puisse procéder promptement. Ça ne sera pas bien long. Ça a décidé de ne pas fonctionner. C'est à mon tour. Le temps que ça change, je peux juste préciser aussi que la clause que M. Gaston Meyer a lue tout à l'heure, c'est une clause contrat des appels d'offres au Québec. Lorsqu'on choisit le plus bas soumissionnaire, on s'engage à prendre le plus bas soumissionnaire, à moins d'avoir des recours lorsque les contrats ne sont pas respectés. Là. Mais sinon, c'est une clause simplement régulière. Voilà, c'est arrivé. Question de M. Alain Saint-Pierre. Bonjour. Ministres et maires québécois sont allés en Europe afin de s'inspirer de réussites en transport collectif, urbanisation et logements sociaux. Monsieur notre maire peut-il nous faire part de ces concertations régionales et solutions applicables à court terme pour que l'offre de logement soit aussi diversifiée que l'est notre communauté, et est-il imaginable à court terme un partenariat innovant gouvernement et secteur privé afin d'offrir des logements abordables multipropriétaires? Oui, bien, la première, en fait, votre question est assez vaste, M. Saint-Pierre. Dans un premier temps, j'aurais le goût de vous dire que c'est pas sans fierté que j'aime rappeler qu'à Mont-Saint-Hilaire, en fait, on est la municipalité qui participe au regroupement de l'Office régional d'habitation qui offre le plus de logements sociaux, en fait, de notre région, en fait, de notre sous-secteur de la MRC. Donc, première des choses, on offre du logement social à Mont-Saint-Hilaire, puis je pense que ça contribue à notre tissu communautaire. Dans un deuxième temps, oui, c'est une préoccupation qu'on a, le logement social, la mobilité, et à cet égard-là, on va faire des annonces bientôt pour notamment s'engager plus activement dans cette avenue-là. Je sais aussi que la communauté métropolitaine de Montréal est à travailler à son nouveau plan de développement, son nouveau plan métropolitain de développement, et il y aura notamment des cibles de logements abordables.
Puis je tiens à rappeler à la population que le taux d'inoccupation dans la région est particulièrement bas et à l'échelle de la communauté métropolitaine aussi. Donc, c'est important d'offrir du logement abordable. Maintenant, M. Saint-Pierre, je pense qu'on gagnerait à peut-être s'en reparler davantage, là, mais il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées dans les mois à venir là, à cet égard-là. Nos préoccupations semblent être similaires à cet effet-là. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant parce qu'on a quand même plusieurs autres questions. Question de Thérèse Frenette. Le pickleball est de plus en plus populaire et qui rejoint toutes les générations. Il serait bien d'avoir pour les citoyens des terrains bien organisés pour pratiquer ce sport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avez-vous des projets à ce sujet? Bien, je sais qu'on est à revoir notre plan directeur sur les parcs et espaces verts. C'est malheureusement un projet de 2022 qui a été remis à 2023. Donc, définitivement, on pourra considérer cette activité-là. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un projet de pickleball qui avait été soumis au budget participatif. Donc Mme Frenette, peut-être que si vous arrivez à mobiliser suffisamment de gens, vous pourrez peut-être les inciter à voter pour ce projet-là dans le cadre du budget participatif 2023. Question de Marie-Christine Guindon. Bonjour, que se passe-t-il avec ce terrain vacant et est-ce envisagé de zoner cet espace-parc? Cet endroit serait idéal pour un parc de détente avec les arbres matures déjà en place, la carte jointe et le secteur, ce qu'on appelle le TOD 2. Oui, donc si je ne m'abuse, c'est ça, vous pointez fort probablement le secteur de l'ancien camping Laurier. J'en profite, Mme Guindon, parce que ça serait très long de faire un récapitulatif de tout ce dossier-là. Mais je tiens à vous rassurer, en effet, c'est un secteur qui est intéressant, dans lequel il y aura des affectations de parc pour maintenir notamment la canopée urbaine. Toutefois, c'est un terrain privé et il faut aussi respecter les volontés du propriétaire. Et il faut aussi se souvenir qu'on est à proximité de la RTOD. Mais maintenant, si vous voulez voir certains des concepts préliminaires d'aménagement, je vous encourage à aller sur le site Notre MSH 2035. Notamment, il y a une section dédiée à ce secteur-là qu'on appelle communément, nous, le TOD 2, le Transport Oriented Development, deuxième section, c'est-à-dire la section qui est plus du côté du boulevard Laurier. Et vous allez voir certains des concepts d'aménagement qui ont été proposés pour maintenir le plus possible la canopée. Je vais m'en tenir à ça parce que, si je ne m'abuse, c'est un document de plusieurs dizaines de pages. Donc, il y a certainement de l'information là pour alimenter votre réflexion. Question, et je m'excuse avec le nom, j'espère de bien le prononcer, de Mme Jacinthe Jonf. Alors, pourquoi que sur la route 116 à la lumière de Montébenoît, il n'y a pas de lumière clignotant pour permettre de tourner à gauche? C'est super dangereux et plein à l'heure de pointe. Souvent, il y a juste 1 ou 2 voitures qui sont capables de tourner à gauche quand tu es sur Montébenoît. À Sainte-Madeleine, elle clignote et c'est super. Ça serait gagnant pour tous. Merci de revoir cette situation. Je vous remercie pour la question. En fait, je me sens d'obligation de vous rappeler que le boulevard Laurier et le chemin Benoît sont 2 routes provinciales. Et donc, on a très peu à dire, proprement dit, sur les aménagements de cette route-là, puisque c'est le ministère des Transports du Québec qui en a la responsabilité. Alors, je vous encourage à communiquer. Je pense qu'en faisant le 411, vous pourriez faire part de votre commentaire. C'est sûr que nous, lorsqu'on a des échanges avec le MTQ, on peut rapporter ce genre de situation-là, mais je tiens juste à préciser que ce n'est pas de notre juridiction. On n'a donc pas le loisir de pouvoir faire ce type d'aménagement-là. Mais je vous encourage à le communiquer auprès du MTQ, puis on pourra en faire autant lorsque l'opportunité se présentera à nous. Excusez-moi, Monsieur le maire. Oui. Pas plutôt le 511? Vous avez dit 411? Le 511, pardon. En fait, il faudrait consulter le bulletin Horizon du mois dernier, puisque dans le fond, il y avait du dernier trimestre, parce qu'il y avait l'information qui était inscrite, notamment dans notre bulletin Horizon, à cet égard-là. Prochaine question, s'il vous plaît. Question de Isabelle Dehaye. Est-ce possible d'instaurer une réglementation sérieuse pour les souffleurs à feuilles, scie et tout autre outil extrêmement bruyant qui empêche la population de profiter du bon temps à l'extérieur? Les feux à air ouvert qui empestent à l'intérieur des maisons comme à l'extérieur. L'appel le dimanche serait le bienvenu. Merci de donner suite à ma demande.
Alors, à cet égard-là, deux choses me viennent à l'esprit très spontanément. Le premier, en fait, c'est notre règlement sur les nuisances. Et dans le préambule même de ce règlement-là, en fait, il y a une invitation qui est faite à la population du vivre ensemble, c'est-à-dire d'entretenir le dialogue, un peu comme on a fait ce soir, d'échanger, de partager des idées, mais de faire ça aussi avec notre voisinage. Donc, si vous avez des voisins qui ont certaines pratiques qui sont préjudiciables à votre quiétude, bien, ça serait intéressant d'engager le dialogue avec eux à cet égard-là. Maintenant, comprenez que certaines des nuisances que vous avez évoquées sont encadrées par le règlement sur les nuisances. Donc, si jamais ces nuisances-là vous portent préjudice et ne respectent pas le règlement, bien, je vous encourage à possiblement, en fait, leur en parler, sinon de faire une plainte. Maintenant, pour les feux extérieurs, on travaille actuellement sur un règlement, notamment avec la Régie des services de sécurité incendie, puis on pourra y revenir. En ce moment, ouais, c'est ça, on pourra y revenir en temps et lieu. Je vous remercie. Question de James Clément. Bonjour, la rue d'Orly est utilisée par un bon nombre d'habitants dans des rues avoisinantes et les voitures y roulent trop vite. Pourrait-on avoir un système de ralentisseur comme sur la rue des Lilas? Merci. Oui. Donc, si je ne m'abuse, la différence entre la rue d'Orly et la rue des Lilas, c'est que la rue des Lilas a une fonction de rue collectrice. On est à bientôt adopter là, un document d'orientation concernant toutes les mesures d'apaisement de la circulation parce que il y a beaucoup de demandes et souvent les moyens qui sont suggérés offrent peut-être une fausse sécurité ou juste tendent à régler le problème de manière partielle. Maintenant, pour la rue d'Orly, pour avoir déjà habité la Pomeraie, il n'y a pas beaucoup de gens ailleurs que le voisinage qui se promènent sur la rue d'Orly. Donc, il y aurait lieu de soit s'en parler entre voisins, mais si vous voulez nous aider, vous pouvez toujours soumettre votre demande au comité de circulation, mais ce qui aiderait encore davantage, c'est peut-être de spécifiquement nous rapporter, y a-t-il des événements ponctuels, y a-t-il des heures précises, est-ce qu'il y a des véhicules particuliers, est-ce que vous avez des numéros de plaque? Parce que c'est sûr que les mesures d'atténuation de la circulation, c'est une chose, mais des fois, il faut faire un certain rappel de civisme à certains automobilistes à l'égard du respect des règles. Et je ne pense pas que des mesures d'atténuation vont combler tous les problèmes. Donc, encore ici, dans un esprit de bon voisinage, essayons de tous faire un effort pour ralentir dans nos rues. Parce que quand on est rendu dans la Pomeraie, s'il y a de la vitesse, ce n'est pas les autres, c'est aussi nous. On est tous responsables d'avoir une conduite exemplaire dans nos quartiers. Et ça comprend, M. Gertin, aussi les autobus scolaires. Parce que monsieur est chauffeur, mais il arrive souvent que les autobus ne respectent pas la limite de vitesse. Sur la rue des Lilas, c'était problématique. Donc, cette sensibilisation-là se fait auprès des citoyens, tout ça. Mais elle peut se faire aussi verbalement auprès des gens qui conduisent ces véhicules-là. On transporte nos enfants. Et si t'en frappes un, tu sais, garde pas... Hein? Alors, oui, en fait, c'est dans l'esprit, M. Leboeuf, de ce que je viens de dire. Je pense que collectivement, on a tous une responsabilité dans nos quartiers, avec nos voisins, de veiller à ce que la sécurité routière soit appliquée. Alors, M. Gertin, conformément aux méthodes des règles de régie interne et les directives que vous m'avez données, il resterait une question. Cependant, la personne est présente dans la salle, donc le but des questions en ligne sont vraiment des questions pour les gens qui ne peuvent pas se présenter. Donc, on va tout de même s'assurer de fournir une réponse aux citoyens là, dans les jours à venir. Je vous remercie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, alors, je propose que la présente séance ordinaire du 1er mai 2023 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 21h29. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Je vous remercie. Monsieur Nadeau, puis-je vous parler? Alors, bonne... Oh, excusez, j'avais un petit mot, mais en fait, je sais que l'Assemblée est levée, mais on a fait référence au défi vélo, en fait, aux activités vélo. Je veux vous encourager à former des équipes dans le cadre du défi vélo qu'on a institué. Donc, allez voir sur notre site Internet. C'est un défi ludique pour nous encourager à la mobilité active, puis à
au développement de saines habitudes de vie. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà formé votre équipe, je vous encourage à le faire. Puis je vous encourage durant le mois de mai à utiliser le transport actif et vos vélos. Bonne soirée.